Je venais de gagner 200 millions d'euros, une somme qui peut tout changer. Mais au lieu de célébrer, j'ai eu peur. Je connais ma famille. Alors, j'ai monté un test ultime, j'ai prétendu être ruiné. Et seule une personne a répondu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai regardé ma famille droit dans les yeux et j'ai compris que pour eux, l'amour avait un prix. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais désormais la seule à avoir les moyens de le payer. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Je m'appelle Solène, j'ai 35 ans. Ma vie, si on devait la résumer, tiendrait sur une carte postale de Bordeaux, jolie, ordonnée, mais sans surprise. Clerc de notaire dans une étude du centre-ville, mes journées sont une succession de clauses, de signatures et de la douce odeur du vieux papier. C'est un travail qui me correspond, fiable, discret, et qui ne fait pas de vagues. Comme moi. Mon appartement est à l'image de ma carrière. Un 2 pièces propre dans le quartier Saint-Michel, où les meubles n'ont pas d'histoire, sauf celle des promotions chez Ikea. Ma plus grande folie a été une machine à café à grains, achetée après 6 mois d'économie. Elle trône sur le comptoir de ma cuisine comme un trophée silencieux de ma modération. Je conduis une vieille Renault Clio qui tout saute au démarrage, mais qui m'emmène toujours là où je dois aller. Ma vie est un long fleuve tranquille. Trop tranquille, peut-être. C'est pour ça qu'il y a le mardi. Le mardi, c'est mon jour de rébellion. Une rébellion à 5 €, discrète et silencieuse, qui prend la forme d'un ticket de loto. Chaque mardi, sans exception, en rentrant du travail, je m'arrête au même bureau de tabac. Monsieur Martin, le buraliste, me connaît bien. Il me voit arriver, un petit sourire en coin, et prépare déjà la machine. Les numéros habituels, mademoiselle Solène? Je hoche la tête, un peu gênée. Oui, s'il vous plaît. Les numéros habituels. Les dates de naissance. Celle de mon père, Patrick. De ma mère, Martine. De ma grande sœur, Faustine. Et de mon petit frère, Thibaut. Chaque semaine, je pose ces chiffres sur un morceau de papier, comme un autel portatif dédié à ma famille. C'est mon rituel secret, une sorte de prière païenne. Mon esprit me dit que c'est stupide, une taxe sur l'espoir, mais mon cœur s'y accroche. Je ne joue pas pour gagner de l'argent. Je joue en espérant qu'une force cosmique, un coup du destin, nous unira enfin. Que la chance qui tomberait sur moi rejaillirait sur nous tous. Une illusion, bien sûr. La réalité est bien moins poétique. Mon téléphone vibre. C'est Faustine. Je décroche, le cœur un peu serré, comme toujours. Solène? Tu ne devineras jamais. On a enfin trouvé le marbre parfait pour l'îlot central de la cuisine. Un Calacata Gold, une pure merveille. Tu te rends compte du prix? Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, je regarde le mur blanc de mon salon. C'est super, Faustine. Je suis contente pour toi. Elle ne m'a même pas demandé comment j'allais. Elle enchaîne, sa voix pétillante de satisfaction. Au fait, j'ai vu maman hier. Elle m'a dit que tu continuais à jeter ton argent par les fenêtres avec ce loto. Franchement, Solène, à ton âge, il faudrait penser à investir. Je serre les dents. Ce ne sont que 5 €, Faustine. 5 € par-ci, 5 € par-là. Bref, je te laisse, le marbrier m'attend. On s'appelle. Elle raccroche. Pas de « et toi, comment ça va ?» Juste un conseil condescendant et un rappel de son train de vie somptueux, financé par son mari chirurgien. À peine ai-je posé le téléphone qu'une autre notification apparaît. Un message de Thibaut. Sœurette. Tu me sauves la vie? Il me manque 200 € pour le nouveau micro du groupe. C'est urgent, on a une audition demain. Je te rembourse dès que je touche mon premier disque d'or, émoticône, clin d'œil. Je soupire. Le disque d'or. Il m'en parle depuis ses 18 ans. Il en a 29. Je me connecte à mon application bancaire.
Mon solde est modeste, comme toujours. Mais je fais le virement. Parce que c'est ce que je fais. Je suis Solène, la fiable. Solène, le filet de sécurité. Solène, celle qui dit toujours oui. En validant le transfert, une pensée amère me traverse. Mon rituel du loto, cette prière pour l'unité familiale. Quelle ironie. La seule chose qui semble vraiment nous lier, c'est mon compte en banque. Pour comprendre pourquoi je m'accrochais à ce stupide ticket de loto, il faut visiter mon musée personnel. Un musée de la douleur, dont les pièces maîtresses sont des souvenirs, des sacrifices que je suis la seule à ne pas avoir oubliés. La première pièce de la collection, le mariage de Faustine, il y a 7 ans. Une cérémonie extravagante dans un château près de Saint-Émilion. Tout devait être parfait, digne de son nouveau statut. La veille au soir, elle m'appelle, en larmes. Pas des larmes de joie, non. Des larmes de panique. Le traiteur exigeait un acompte final, une somme qu'elle et son fiancé avaient oublié de budgétiser. Je ne peux pas demander ça à Jean-Marc maintenant, il va croire que je suis une incapable, sanglotait-elle. Solène, s'il te plaît. C'est juste 3 000 €. C'est le plus beau jour de ma vie. Mais 3 000 €. L'intégralité de mes économies, mises de côté pour changer ma voiture. J'ai passé la nuit à me retourner dans mon lit, l'estomac noué. Le lendemain matin, j'ai fait le virement. Elle m'a serré dans ses bras, juste avant de marcher vers l'hôtel. Tu es ma sauveuse, a-t-elle murmuré. Une semaine plus tard, elle postait des photos de sa lune de miel aux Maldives, un cocktail à la main. Elle ne m'a jamais remboursé. Quand, des mois après, j'ai timidement abordé le sujet, elle m'a regardé avec de grands yeux innocents. Oh, je pensais que c'était ton cadeau de mariage. Deuxième pièce, le toit de mon père. Il y a 3 ans, une tempête avait arraché plusieurs tuiles de sa maison. L'assurance tardait, les devis étaient exorbitants. Il m'avait appelé, la voix pleine d'une angoisse qui m'avait brisé le cœur. J'ai contracté un petit crédit à la consommation. Je lui ai donné 2 000 €, en lui disant que c'était un cadeau. Ma fille, tu es la meilleure, m'avait-il dit, les larmes aux yeux. Il n'a jamais posé de questions sur la provenance de l'argent. Il n'a jamais vraiment cherché à savoir comment j'allais joindre les 2 bouts les mois suivants. Il a juste accepté. La 3e pièce, ou plutôt, la galerie entière, la carrière musicale de Thibaut. Une collection infinie de dépannages. La guitare cassée, le loyer en retard, l'ampli qui grille, la camionnette à réparer. Au fil des ans, j'ai calculé que ça représentait plus de 5 000 €. Des promesses de remboursement qui s'évaporaient aussi vite que l'enthousiasme pour son dernier projet musical. Pour lui, j'étais sa mécène, son soutien indéfectible. Pour moi, c'était un puits sans fond. Et puis, il y a la pièce la plus douloureuse de mon musée. La plus petite, mais la plus cruelle. C'est un souvenir de l'hiver dernier. Ma Clio, ma fidèle vieille voiture, avait rendu l'âme. Le garagiste m'annonce la sentence, 500 € de réparation. Une somme énorme pour moi à ce moment-là. Pour la première et unique fois de ma vie, j'ai appelé à l'aide. J'ai appelé Faustine. Oh là là, ma pauvre. Pas de chance. Mais tu sais, avec les frais de scolarité des enfants en ce moment, c'est impossible pour nous. Tu devrais peut-être prendre les transports en commun ? C'est plus écologique. J'ai appelé mon père. 500 €. C'est une somme. Je suis un peu juste ce mois-ci, ma chérie. Tu n'as pas une petite épargne pour les coups durs ? Il faut toujours être prévoyante. J'ai appelé Thibaut. Il n'a même pas répondu. Il m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Mince, la tuile. Je peux rien faire, je suis à sec. Courage Serette. Personne. Pas un seul n'a proposé ne serait-ce que 50 €. Juste des conseils condescendants ou une indifférence polie. J'ai dû demander une avance sur salaire, humilié. Il y a une seule lueur dans ce musée sombre. Une petite photo, dans un coin. Ma tante Agnès, la sœur de mon père. Une institutrice à la retraite, qui vit modestement. Le jour de mon anniversaire, elle m'envoie toujours une carte avec un billet de 100 €, et ce petit mot, écrit à la main,
pour te faire plaisir, ma chérie. Toi qui penses toujours aux autres. Tante Agnès. La seule qui semblait vraiment me voir. Voilà pourquoi je joue au loto. Parce que face à ce musée de sacrifices à sens unique, j'ai besoin de croire en un miracle. Un miracle qui ne serait pas pour moi, mais pour eux. Pour qu'enfin, ils me voient aussi. Ce mardi-là, c'était mon anniversaire. 35 ans. Le genre d'anniversaire charnière où l'on est censé faire un bilan. Le mien était vite fait, un travail stable, un toit sur la tête, et une solitude polie. La journée s'est déroulée comme n'importe quelle autre. Mon patron m'a déposé un dossier urgent sur mon bureau à 17h55, en me lançant un « joyeux anniversaire » distrait par-dessus son épaule. J'ai reçu les messages habituels. Un texto groupé de mes parents. Un « HB6 » de Faustine, suivi d'une photo de ses enfants à leur cours de poney. Un message vocal de Thibaut, chantant un « Happy Birthday » approximatif sur un fond de guitare électrique. Rien de la part de tante Agnès, ce qui était étrange, mais j'ai supposé qu'elle était occupée. En rentrant, je me suis sentie vide. L'appartement silencieux semblait me renvoyer l'écho de ma propre solitude. J'ai hésité, puis j'ai fait ce que je faisais chaque mardi. Je suis allée au bureau de tabac. Les numéros habituels, a demandé Monsieur Martin. J'ai hoché la tête. La date de naissance de mon père, de ma mère, de Faustine, de Thibaut. Et pour la 5e, j'ai toujours mis celle de ma tante Agnès. La grille était une cartographie de mon cœur. Le soir, je me suis offert une pizza surgelée et un verre de vin bon marché devant une série américaine sans intérêt. Je n'attendais rien. Le tirage du loto était une routine, pas un événement. Quand les numéros ont commencé à défiler à l'écran, je regardais à peine. Le premier. Je l'avais. Une coïncidence. Le deuxième. Je l'avais aussi. Mon cœur a eu un soubresaut. Le troisième. Mon Dieu. Je l'avais. J'ai attrapé mon ticket, posé sur la table basse. Mes mains tremblaient. Le 4e. Le 5e. C'étaient mes numéros. Tous. La date de naissance de toute ma famille était là, alignée sur l'écran de télévision. Le numéro chance. C'était celui d'Agnès. Je suis restée figée, le souffle coupé. Le présentateur annonçait le montant du jackpot avec une voix enjouée qui me semblait venir d'une autre planète. 200 millions d'euros. Un gagnant unique. Moi. Mon premier réflexe n'a pas été la joie. Ce n'était pas l'euphorie que l'on voit dans les films. C'était une vague de froid glacial, une panique pure qui m'a submergée. 200 millions. La somme était si absurde, si violente, qu'elle en devenait terrifiante. Ma prière, ma stupide prière hebdomadaire, venait d'être exaucée de la manière la plus littérale et la plus effrayante qui soit. J'ai attrapé mon téléphone, le doigt suspendu au-dessus du contact de Faustine. Une partie de moi, l'ancienne Solène, voulait crier, partager cette nouvelle insensée, la secouer. Mais une autre voix, plus profonde et plus cynique, m'a arrêtée. L'image de ma sœur, me parlant de son marbre Calacata Gold. L'image de mon père, me conseillant d'être prévoyante. L'image de Thibaut et de ses promesses en l'air. Que se passerait-il si je leur disais? Leur visage. Leur sourire. Leurs attentions soudaines. L'amour qu'ils me porteraient. Un amour à 200 millions d'euros. Mon estomac s'est tordu. Non. Ce soir-là, seul dans mon appartement qui valait soudain moins que la 1000e partie de mon nouveau compte en banque, j'ai compris une chose. Cette prière n'avait pas été exaucée. C'était une malédiction. Une malédiction qui me donnait le pouvoir de voir la vérité. Et j'avais terriblement peur de ce que j'allais découvrir. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le petit ticket de papier était posé sur ma table de chevet, et il semblait rayonner d'une énergie dangereuse. J'avais l'impression d'avoir un lingot d'uranium dans mon 2 pièces. Chaque craquement du plancher, chaque bruit de la rue me faisait sursauter. J'étais seule, et pour la première fois de ma vie, j'étais riche. Et c'était la chose la plus angoissante qui me soit jamais arrivée. Au lieu de rêver de yacht et de villa, j'ai passé la nuit sur mon ordinateur portable, les doigts tapant frénétiquement, gagnant l'auto que faire,
problème gagnant loto, famille gagnant loto procès. Les résultats m'ont glacé le sang. C'était une litanie d'horreur. Des histoires de familles déchirées, de frères et sœurs qui ne se parlaient plus que par avocats interposés. Des amis d'enfance qui se transformaient en créanciers imaginaires. Des gens harcelés, menacés, qui finissaient par regretter le jour où la chance avait frappé à leur porte. Une femme, en particulier, avait gagné 80 millions. Elle avait tout annoncé à sa famille, pensant que ce serait une fête. C'était devenu un cauchemar. Les réunions de famille s'étaient transformées en conseils d'administration où chacun venait présenter ses projets à financer. Elle avait fini par couper les ponts avec presque tout le monde, brisée, réalisant que pour eux, elle n'était plus une personne, mais un portefeuille. Son témoignage résonnait en moi avec une clarté terrifiante. L'argent n'a pas changé les gens, il a simplement révélé ce qu'ils avaient toujours été. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Révéler. C'était ça. Cet argent n'était pas un cadeau. C'était une loupe, un microscope qui allait grossir chaque fissure, chaque imperfection de mes relations. À 7 heures du matin, le réveil a sonné pour aller travailler. L'idée de passer la journée à vérifier des actes de vente pour quelques milliers d'euros alors que je possédais une fortune me parut soudain absurde. J'ai appelé l'étude. D'une voix que j'ai essayé de rendre enrouée, j'ai dit que j'avais une forte grippe. C'était la première fois en 5 ans que je me mettais en arrêt maladie. Le silence de l'appartement m'oppressait. Il fallait que je fasse quelque chose, que je reprenne le contrôle. La peur devait laisser place à la stratégie. Je ne pouvais pas rester ici, à Bordeaux, où tout le monde me connaissait. J'ai pris une décision. J'ai réservé un billet de TGV pour Paris pour le lendemain. Je n'irai pas voir n'importe qui. J'avais lu des articles sur les meilleurs cabinets d'avocats spécialisés dans la gestion de patrimoine. Un nom revenait sans cesse, Maître Antoine Dubois. Un homme réputé pour sa compétence, et surtout, pour sa discrétion absolue. Cette décision, cet acte concret, a commencé à calmer la panique. Pour la première fois depuis le tirage, je ne subissais plus l'événement. J'agissais. En réservant mon billet en ligne, j'ai eu une pensée étrange. J'avais pris un billet en seconde classe, par réflexe. L'ancienne Solène, celle qui comptait chaque euro, était encore là. J'ai souri amèrement. Peut-être que c'était une bonne chose. Le voyage en train le lendemain fut une expérience surréaliste. Je regardais les paysages de France défiler, un simple ticket de loto dans mon portefeuille, à côté de ma carte de crédit presque épuisée. J'étais assise au milieu de gens normaux, avec des soucis normaux. L'un parlait d'un entretien d'embauche, une autre se plaignait du prix de l'immobilier. Et moi, j'étais assise sur une fortune capable d'acheter tout le wagon, peut-être même tout le train. Et pourtant, je me sentais plus pauvre et plus seule que jamais. En arrivant à Paris, sur le quai bondé de la gare Montparnasse, une pensée m'a frappée avec la force d'une évidence. Cet argent ne doit pas me changer. Il doit me révéler à moi-même. Et pour ça, je devais d'abord savoir. Savoir qui m'entourait vraiment. L'idée du test, folle et cruelle, a commencé à germer dans mon esprit. Ce n'était pas encore un plan, juste une question lancinante, et si, avant de devenir riche à leurs yeux, je devenais pauvre? Le cabinet de Maître Dubois se trouvait avenue Montaigne. Le luxe discret des lieux contrastait violemment avec mes angoisses. Maître Dubois n'était pas un vieil homme à monocle, mais un quinquagénaire élégant, aux yeux vifs et au calme rassurant. Je lui ai tout raconté, la voix mal assurée au début, puis gagnant en fermeté. Je lui ai parlé de ma famille, de mes peurs. Il a écouté sans m'interrompre, prenant quelques notes. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Mademoiselle, votre prudence est la chose la plus intelligente que j'ai entendue de la part d'un nouveau gagnant depuis des années. La plupart des gens appellent leur famille avant même d'appeler un avocat. Vous avez fait l'inverse. C'est un excellent début. » Ces mots m'ont fait un bien fou. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais lucide. Pendant 2 heures, il m'a expliqué les mécanismes. Le paiement unique, qui après impôt, s'élèverait à environ 148 millions d'euros. La création d'une fiducie, une structure juridique qui permettrait de recevoir l'argent de manière anonyme, protégeant mon identité du public et de la presse.
Mon nom n'apparaîtrait nulle part. Pour le monde, le gagnant serait une entité abstraite. Il m'a présenté à un conseiller financier, Monsieur Bernard, un homme tout aussi calme et posé, qui m'a parlé de placement sûr, de diversification, de la différence entre être riche et rester riche. L'erreur classique, m'a-t-il expliqué, est de commencer à dépenser. Une voiture, une maison, des cadeaux. Chaque dépense est un signal. Et les gens savent lire les signaux. Son conseil était clair, pendant les premiers mois, je ne devais absolument rien changer à ma vie. Garder mon appartement, ma vieille voiture, mon travail. Le temps de digérer, de planifier. C'est là, dans ce bureau feutré avec vue sur les toits de Paris, que l'idée qui avait germé dans le train a pris toute sa forme. Une idée terrible et exaltante. Maître Dubois, Monsieur Bernard. Ai-je commencé, la voix hésitante. J'ai une question. Si je voulais tester la loyauté de ma famille. Si je voulais leur faire croire que j'ai tout perdu, que j'ai des ennuis financiers, est-ce que ce serait fou? Les deux hommes ont échangé un regard. Ce n'était pas un regard de jugement, mais d'analyse professionnelle. C'est Maître Dubois qui a répondu. Fou, non. Risqué, certainement. Vous pourriez découvrir des choses que vous préféreriez ignorer. Mais sur le plan stratégique, c'est une façon radicale d'obtenir des informations précieuses avant de prendre des décisions qui engageront toute votre vie. L'information. C'était le mot-clé. Je ne voulais pas me venger. Je voulais savoir. Le plan s'est alors dessiné dans ma tête avec une clarté effrayante. Je n'allais pas seulement garder mon ancienne vie. J'allais la faire basculer dans le rouge. J'allais appeler chaque membre de ma famille, leur annoncer que j'avais été licencié, que j'étais au bord du gouffre. Et je leur demanderais de l'aide. Pas une fortune. Une somme précise, symbolique, 5 000 €. Assez pour être un effort, mais pas assez pour être impossible pour eux. La même somme, à peu de choses près, que celle que j'avais donnée à Thibaut au fil des ans. Moins du double de ce que j'avais donné à Faustine et à mon père. Je leur demandais simplement un retour sur investissement. Un retour sur investissement affectif. Avant de quitter Paris, j'ai fait une chose. J'ai appelé ma meilleure amie, Léa. La seule personne en dehors de ma famille à qui je pouvais tout dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Je lui ai tout raconté. Le loto, l'argent, la peur, et le plan. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Solène, c'est machiavélique. C'est nécessaire, Léa. Je ne peux pas vivre le reste de ma vie en me demandant si les gens m'aiment moi, ou s'ils aiment mon argent. Elle a réfléchi longuement, en remuant son café. Tu as raison, a-t-elle finalement dit. Fais-le. Mais promets-moi une chose. Tu m'appelles après chaque coup de fil. Tu ne restes pas seul avec ça. Parce que ce que tu vas entendre, ça risque de faire très mal. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Le test ultime pouvait commencer. De retour à Bordeaux, l'atmosphère de mon appartement avait changé. Ce n'était plus ma prison modeste, mais mon quartier général secret. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le premier numéro. Celui de mon père. J'avais décidé de commencer par mes parents. Logiquement, ils devraient être les plus prompts à m'aider. C'était une façon de me rassurer, de commencer par une victoire facile. Quelle naïve j'étais. Papa? C'est Solène. Tu as une minute? Ma chérie. Bien sûr. Comment vas-tu? La chaleur dans sa voix m'a presque fait flancher. J'ai failli tout abandonner. Mais j'ai repensé au musée de la douleur. J'ai pris une voix que j'avais répétée, une voix où se mêlaient la honte et l'angoisse. Je lui ai raconté l'histoire. La restructuration à l'étude. Mon poste, supprimé. Le choc. La difficulté à retrouver du travail dans le secteur. Oh, ma pauvre chérie. C'est un coup dur, ça. Ces entreprises, de nos jours, aucune loyauté. Sa compassion semblait sincère. Mon cœur s'est un peu desserré. Puis, je suis arrivée au point crucial. Le problème, papa, c'est que ça tombe vraiment mal. Mes économies fondent et j'ai le loyer et le crédit de la voiture qui arrive.
Je me demandais si toi et ta femme, vous pourriez peut-être me faire un prêt. Juste pour passer le cap, environ 5000 euros. Il y eut un silence. Pas un long silence, mais un silence dense, où j'ai senti l'air se refroidir à travers le téléphone. 5000 euros? A-t-il répété, et sa voix n'était plus chaude du tout. Elle était prudente. Distante. Ah oui, c'est une somme importante, Solène. Tu sais, avec Patricia, on met de côté pour notre voyage en Italie, et puis on a nos propres charges. Le coup a été si brutal que j'ai eu du mal à respirer. Le toit. Les 2000 euros que je lui avais donnés sans poser de questions. Je sais, papa. Je ne demanderai pas si ce n'était pas vraiment grave. Je te rembourserai dès que j'aurai retrouvé un travail, tu me connais. Écoute, on pourrait peut-être t'aider avec quelques centaines d'euros, pour les courses, tu vois. Mais 5000? Non, ce n'est vraiment pas possible en ce moment. Tu as pensé à t'inscrire à Pôle emploi? J'ai raccroché, poliment. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone à la main, le cœur en miettes. Ce n'était pas le refus qui faisait mal. C'était la rapidité avec laquelle j'étais passée de « ma chérie » à un problème à gérer avec des solutions pratiques. J'ai attendu le lendemain pour appeler ma mère. Je me disais que sa réaction serait différente. Elle a été tout aussi compatissante au début. Oh, ma puce, quelle terrible nouvelle. Je suis tellement désolée pour toi. Mais quand j'ai prononcé la somme de 5000 euros, j'ai entendu le même changement de ton. La même distance soudaine. Solène, tu sais bien que Georges, mon mari, est très prudent avec l'argent. On essaie de faire attention, avec la retraite qui approche. On ne peut pas prendre ce genre de risque financier. Le risque? Aider sa propre fille était un risque financier. Je lui avais pourtant bien avancé l'argent pour les soins dentaires de ce même Georges 6 mois plus tôt. Je comprends, ai-je menti. Tu devrais peut-être chercher un petit boulot à temps partiel, en attendant? Dans la restauration, ils cherchent toujours. Ça te ferait un petit revenu. Un petit boulot. Voilà la solution de ma mère. J'ai raccroché, le cœur encore plus lourd. 2 appels, 2 échecs. L'espoir que j'avais secrètement nourri, celui que je m'étais trompé, commençait à s'effriter sérieusement. J'ai appelé Léa, comme promis. Je n'ai pas eu besoin de parler beaucoup. Le son de ma voix suffisait. Respire, Solène, m'a-t-elle dit doucement. C'était les plus faciles, hein? Allez, courage. Le pire est à venir. Le pire. Léa avait raison. Le pire était à venir, et il avait le visage de ma sœur, Faustine. J'ai attendu le samedi matin pour l'appeler. Je savais qu'elle serait rentrée de son cours de yoga, détendue et de bonne humeur. Solène. Comment tu vas? A-t-elle lancé d'une voix chantante. J'ai commencé mon récit. Et à ma grande surprise, elle a semblé sincèrement touchée. Oh mon Dieu, ma pauvre. C'est horrible. Être licenciée comme ça, du jour au lendemain. Je te jure, ce monde du travail est impitoyable. Elle était si convaincante que pendant une seconde, une misérable seconde, j'y ai cru. J'ai cru que j'avais mal jugé ma propre sœur. J'ai continué, expliquant mes difficultés, ma peur de ne pas pouvoir payer mes factures. J'ai insisté sur le fait que c'était la première fois que je me trouvais dans cette situation, que j'avais toujours été responsable. Puis, j'ai lâché la bombe. C'est pour ça que je t'appelle. Je me demandais si toi et Jean-Marc, vous pourriez m'avancer 5000 euros. Juste un prêt, le temps que je me retourne. Un silence. Puis un petit rire, un rire étranglé, comme si elle essayait de le retenir. 5000 euros, a-t-elle répété, et il n'y avait plus aucune trace de compassion dans sa voix. Juste de l'incrédulité. Mais Solène, tu te rends compte de ce que tu demandes? On vient de payer les frais de scolarité de l'école privée des enfants, c'est une fortune. Et Jean-Marc pense à agrandir son cabinet, on a besoin de liquidités pour l'investissement. Les 3000 euros de son mariage. Le cadeau que je ne lui avais jamais offert. Les mots me brûlaient les lèvres, mais je les ai ravalés. Je comprends, mais, tu sais que je t'ai déjà aidé par le passé. Je ne demande pas un cadeau. Mais ce n'est pas pareil, Solène.
C'était un investissement dans notre avenir. Et puis, on t'a remboursé, non? Finalement, ai-je pensé. Après 3 ans et d'innombrables rappels gênés. Elle a dû sentir mon silence, car elle a ajouté, sur un ton qui se voulait serviable, mais j'ai peut-être une idée pour toi. Pourquoi tu ne vendrais pas ta Clio? Elle est vieille, elle ne vaut plus grand-chose, mais tu pourrais en tirer assez pour tenir 1 mois ou 2. Et tu prendrais les transports, c'est bien meilleur pour la planète. Vendre ma voiture. La seule chose de valeur que je possédais. Le conseil venait d'une femme qui conduisait un SUV allemand dernier cri et qui venait de dépenser le double de la valeur de ma voiture dans un plan de travail en marbre. C'en était trop. Je n'ai même pas pu répondre. J'ai bredouillé une excuse et j'ai raccroché. Je suis restée là, au milieu de mon salon, tremblante de rage et de chagrin. Ce n'était pas un refus. C'était une humiliation. Une négation de tout ce que j'avais jamais fait pour elle. Il ne restait plus que Thibaut. J'ai appelé sans aucun espoir. Au moins, avec lui, je savais à quoi m'attendre, du charme et des excuses. Je n'ai pas été déçue. Il a été adorable. Oh non, Serette, c'est la merde? Je suis vraiment désolée pour toi. Il semblait sincèrement peiné. Mais quand j'ai parlé d'argent, sa voix s'est remplie d'un désespoir théâtral. 5 000? J'aimerais tellement pouvoir t'aider, tu le sais bien. Mais tu tombes au pire moment possible. On vient de tout investir dans le nouvel matos pour l'enregistrement de la maquette. Si seulement tu avais appelé le mois dernier, ou le mois prochain. Le mois prochain, c'est sûr, on signe avec un label, et là, je te couvrirai d'or. Le mois prochain. L'éternel mois prochain de Thibaut. J'ai raccroché. Le test était terminé. Le verdict était unanime. Pour ma famille, j'étais une commodité. Utile quand j'étais solvable, encombrante quand j'étais dans le besoin. J'ai appelé Léa. Je n'ai pas pu parler. J'ai juste pleuré. Des sanglots rauques, qui venaient du plus profond de mon être. La mort d'une illusion. C'est pire que ce que j'imaginais, ai-je réussi à articuler. Je ne suis pas leur famille, Léa. Je suis, une fonction. Une option. Je sais, a-t-elle dit doucement. Je suis tellement désolée, Solène. Tellement désolée. Tu as appelé tout le monde? Presque, ai-je murmuré, la gorge serrée. Il reste une personne. Tante Agnès. Oui. Et j'ai peur, Léa. J'ai peur de l'appeler. C'est la seule que je respecte vraiment. Si elle me laisse tomber aussi, je crois que je ne m'en remettrai pas, peut-être, a répondu Léa après un silence, que c'est exactement pour ça que tu dois l'appeler. J'ai attendu le lendemain soir. Mon doigt a survolé le nom, Tante Agnès, sur mon téléphone pendant ce qui a semblé une éternité. Chaque partie de moi me hurlait de ne pas le faire. De préserver au moins cette relation, de la garder intacte, à l'abri de mon test cynique. Mais Léa avait raison. Je devais savoir. Je devais aller jusqu'au bout. J'ai appuyé sur l'écran. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, chaude, un peu fatiguée, mais pleine de bienveillance. Solène, ma chérie. Quelle bonne surprise. Comment vas-tu? J'ai commencé à raconter mon histoire, la même que j'avais servie aux autres. Mais en la lui racontant à elle, les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. C'était différent. Parce que sa réponse comptait vraiment. Elle n'a pas dit un mot pendant que je parlais. Elle m'a laissé vider mon sac, émettant juste de petits sons de sympathie, des « oh là là » et des « ma pauvre » qui semblaient, pour la première fois, sincères. Quand j'ai eu fini, elle a dit, avec une tristesse infinie dans la voix, « oh, ma chérie. Ça doit être si effrayant pour toi. Toi qui as toujours été si travailleuse, si responsable. » Mon cœur s'est serré. Elle me voyait. Elle voyait vraiment qui j'étais. J'ai pris une grande inspiration, la gorge nouée. C'était le moment le plus difficile. Le problème, tante Agnès, c'est que, je suis vraiment à court d'argent. Et je me demandais, je sais que c'est beaucoup demandé, mais, est-ce qu'il y aurait un moyen que tu puisses m'aider avec un prêt? J'aurais besoin d'environ 5 000 € pour tenir les prochains mois.
Je retenais mon souffle, attendant le silence, l'hésitation, l'excuse polie. Mais il n'y en a pas eu. Pas une seconde de pause. Bien sûr que je vais t'aider, a-t-elle dit immédiatement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Écoute, je n'ai pas 5000 € sur mon compte courant, évidemment. Mais j'ai environ 3500 € sur mon livret d'épargne. Je peux te faire le virement dès demain matin. Et Solène, n'hésite pas à venir à la maison si tu as besoin. J'ai une chambre d'amis, elle ne sert jamais. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. J'étais tellement abasourdie que je n'ai pas pu parler. Le contraste avec les autres appels était si violent, si absolu, que mon cerveau refusait de le traiter. Solène? Tu es toujours là, ma chérie? Oui, je suis là, ai-je réussi à balbutier. Tante Agnès, je ne peux pas accepter. C'est tes économies. C'est probablement tout ce que tu as. Des bêtises, a-t-elle dit fermement, mais avec une douceur infinie. À quoi sert l'argent s'il reste à dormir à la banque et qu'il ne peut pas aider quelqu'un que j'aime quand elle en a besoin? Tu as passé ton temps à être là pour tout le monde dans cette famille, Solène. Il est temps que quelqu'un soit là pour toi. Mais, et s'il t'arrive quelque chose? Si tu as une urgence? Alors je me débrouillerai. Exactement comme tu essaies de te débrouiller en ce moment. C'est ça, une famille. On se serre les coudes. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir, et j'ai pleuré. Pas les larmes de rage et de frustration des jours précédents. C'étaient des larmes plus profondes, plus complexes. Des larmes de soulagement, de gratitude, et d'une honte terrible. J'avais trouvé la seule personne qui m'aimait inconditionnellement. Et je lui avais menti. Le lendemain après-midi, on a sonné à ma porte. C'était tante Agnès. Elle se tenait sur mon paillasson, un peu essoufflée d'avoir monté les escaliers, un grand sourire sur le visage. Dans sa main, elle tenait une enveloppe épaisse. J'ai préféré venir en personne, dit-elle. Pour te faire un gros câlin et te dire que tout va bien se passer. Elle m'a serré dans ses bras. Son étreinte était chaude, réconfortante. L'odeur de son parfum, un mélange de rose et de poudre de riz, était celle de mon enfance. Alors qu'elle me tenait, j'ai senti le poids de mon mensonge m'écraser. Cette femme merveilleuse était en train de sacrifier sa sécurité financière pour moi. Et je lui mentais. Elle est entrée et m'a tendu l'enveloppe. Voilà. Il y a 3500 € en liquide. J'ai pensé que ce serait plus simple pour toi. Je tenais l'enveloppe, qui me semblait peser une tonne. Je la regardais, assise sur mon canapé, si digne, si bienveillante, et je me suis sentie comme le dernier des monstres. Mon test, mon stupide test pour démasquer les égoïstes, venait de piéger la seule innocente. Je ne pouvais plus continuer. Tante Agnès, ai-je commencé, les mains tremblantes. Il faut que je te dise quelque chose. Et s'il te plaît, laisse-moi finir avant de répondre. Son sourire s'est effacé, remplacé par une expression d'inquiétude attentive. Elle a hoché la tête. Je t'ai menti. Je n'ai pas perdu mon travail. Je vais bien financièrement. J'ai menti à tout le monde. Je la regardais, m'attendant à voir de la surprise, de la colère, de la déception. Mais elle est juste restée là, silencieuse, son regard posé sur moi, attendant la suite. Il y a une semaine, j'ai gagné au loto. Les mots sont sortis d'un trait, comme un poison que je recrachais enfin. J'ai gagné une très grosse somme d'argent. Et, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ce que ça allait changer. Alors j'ai inventé cette histoire de licenciement, pour voir. Pour savoir qui tenait vraiment à moi. J'ai appelé tout le monde. Papa, maman, Faustine, Thibaut. Et tu sais ce qu'ils ont répondu. Ma voix s'est brisée. Et puis je t'ai appelé toi. Et tu n'as pas hésité une seconde. Tu as offert tout ce que tu avais, avec tellement d'amour, et j'ai compris que j'étais devenue quelqu'un que je ne voulais pas être. Quelqu'un qui teste les gens qu'elle aime au lieu de leur faire confiance. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Voilà ton argent. Je suis tellement désolée, tante Agnès. Désolée de t'avoir menti, désolée de t'avoir inquiétée. Pendant un long moment, un silence profond s'est installé dans la pièce. Je n'osais pas lever les yeux. Puis,
j'ai entendu un son. Un son étrange. Tante Agnès était en train de rire. Pas un rire moqueur ou amer. Un rire doux, chaud, plein de compréhension. J'ai levé la tête, stupéfaite. Elle avait les larmes aux yeux, mais c'étaient des larmes de rire. Oh, ma pauvre chérie, dit-elle en s'essuyant les yeux. Quel poids tu as dû porter toute seule. Tu n'es pas en colère? En colère? Elle a secoué la tête. Ma chérie, je suis fière de toi. Fière? Mais je t'ai manipulée. Tu as testé des gens qui t'avaient donné toutes les raisons de douter d'eux, dit-elle doucement. Et quand tu as réalisé que ton test avait blessé la seule personne qui ne le méritait pas, tu as choisi l'honnêteté plutôt que la facilité. Ça demande du courage. Elle s'est penchée en avant et a pris mes mains dans les siennes. Solène, je me doutais que quelque chose n'allait pas. Pas que tu mentais sur tes problèmes, mais ça ne te ressemblait pas de demander de l'aide de cette façon. Je savais que tu avais besoin de quelque chose de moi. Peut-être pas de l'argent, mais quelque chose. Alors, je t'ai donné ce que tu demandais, en me disant que tu me dirais la vérité quand tu serais prête. Puis, elle m'a regardée avec une gravité nouvelle. Ta famille, ma chérie, ils t'aiment, à leur façon. Mais c'est une façon confortable. Ils n'ont jamais eu à apprendre à se sacrifier pour toi, parce que tu t'es toujours sacrifié pour eux. Tu as été si fiable qu'ils ont fini par te prendre pour acquise. Ce que tu as fait, ce n'est pas de la méchanceté. C'est une clarification. Une clarification. C'était le mot parfait. J'avais clarifié les comptes. Et le solde était terriblement négatif. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Le dîner mensuel de famille était prévu pour le dimanche suivant, chez ma mère. Pendant toute la semaine, je me suis préparée. Ce ne serait pas une confrontation basée sur la colère, mais sur les faits. Tante Agnès m'avait donné le mot-clé, clarification. Je n'allais pas révéler l'existence du loto. Ce n'était pas le sujet. L'argent était le symptôme, pas la maladie. La maladie, c'était l'égoïsme et le déséquilibre de nos relations. Je suis arrivée avec une énergie nouvelle. Fini, le nœud d'angoisse habituel dans mon estomac. J'étais calme, déterminée. J'avais en ma possession une information cruciale, des données sur qui ils étaient vraiment. Et ce savoir, bien que douloureux, était aussi incroyablement libérateur. Ils étaient tous là. Faustine montrait des photos de ses enfants. Thibaut accordait sa guitare dans un coin. Mon père et ma mère discutaient avec leurs conjoints respectifs. Solène, s'est exclamée ma mère en me voyant. Comment vas-tu, ma chérie? Alors, des nouvelles pour le travail? C'était l'ouverture parfaite. Justement, ai-je dit, assez fort pour que les conversations autour de nous s'atténuent. J'ai de très bonnes nouvelles. J'ai trouvé quelque chose. Un poste encore meilleur que celui que j'avais avant. Avec une augmentation de salaire significative. La pièce a vibré d'un soulagement collectif. C'était presque comique. J'étais passé du statut de « problème » à celui de « succès » en une seule phrase. Mon père m'a donné une tape dans le dos. Faustine m'a prise dans ses bras, une étreinte qui sonnait faux. « Ah, je suis si contente pour toi. Je savais que tu t'en sortirais. » Seule tante Agnès m'a adressé un regard entendu, un petit sourire en coin, avant de se servir de la salade de pommes de terre. Nous sommes passés à table. L'ambiance était légère, joyeuse. Une fois que tout le monde fut servi, j'ai posé mes couverts. En fait, ai-je repris, ma voix portant clairement dans la salle à manger. Je voudrais vous parler de quelque chose, maintenant que nous sommes tous réunis. Les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mon cœur battait un peu plus vite, mais ma voix est restée stable. Il y a 2 semaines, quand je vous ai annoncé que j'avais perdu mon travail, j'ai demandé de l'aide. Plus précisément, j'ai demandé un prêt de 5 000 € pour m'en sortir. Je pouvais voir certains d'entre eux se raidir sur leur chaise. Faustine a soudain trouvé ces couverts très intéressants. Mon père s'est raclé la gorge.
Je veux être claire, ai-je continué, en les regardant un par un. Je comprends que chacun a ses propres obligations financières. Et je ne suis en colère contre personne pour ne pas avoir pu m'aider. C'était un demi-mensonge, mais c'était stratégique. Mais cette expérience m'a appris quelque chose d'important sur notre famille. Une chose dont je pense que nous devons parler. Solène, a commencé mon père, si c'est pour. S'il te plaît, papa. Laisse-moi finir. Il a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. Au cours des 10 dernières années, ai-je dit lentement, en détachant chaque mot, j'ai aidé financièrement quasiment toutes les personnes autour de cette table. J'ai regardé Faustine. Pour un acompte de mariage. J'ai regardé mon père. Pour des réparations de toiture urgentes. J'ai regardé Thibaut, qui avait cessé de gratter sa guitare. Pour du matériel de musique, des loyers, des factures. Des milliers et des milliers d'euros au total. Je ne l'ai jamais fait en attendant quoi que ce soit en retour. Je l'ai fait parce que vous êtes ma famille. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Quand, pour la toute première fois de ma vie, je me suis retrouvée dans une situation désespérée et que j'ai demandé de l'aide, j'ai appelé 7 membres de cette famille. Une seule personne m'a offert son aide. Une seule. Et elle m'a offert la totalité de ses économies de toute une vie, sans hésiter une seule seconde. Tous les regards se sont tournés vers tante Agnès, qui a continué à manger sa salade avec un calme olympien. Les autres, vous tous, à qui j'ai donné sans compter pendant des années, vous avez trouvé des raisons pour lesquelles ce n'était pas possible. Et c'est votre droit. Mais c'est aussi une information. C'est une information très claire sur la nature de nos relations. Ce n'est pas juste, a sifflé Faustine, le visage rouge. Tu sais très bien qu'on t'aurait aidé si on avait pu. C'était juste un très mauvais timing. Un mauvais timing, ai-je répondu, sans élever la voix. Le mois dernier, tu as dépensé plus que ce que je te demandais pour rénover ta cuisine. Il y a 7 ans, quand tu avais besoin de 3 000 € pour ton mariage, c'était une urgence. Quand j'ai eu besoin d'aide, c'était un inconvénient. Tu vois la différence ? J'ai tourné mon regard vers mon père. Papa, l'an dernier, je t'ai donné 2 000 € pour ton toit. Sans poser de questions. Quand je t'ai appelé, tu m'as offert quelques centaines d'euros, et tu m'as conseillé de m'inscrire à Pôle emploi. Le dîner était terminé. Pas seulement celui de ce soir. Quelque chose s'était brisé pour de bon. Et pour la première fois, je n'étais pas celle qui allait ramasser les morceaux. Les semaines qui ont suivi ce dîner ont été étranges. Silencieuses. C'était comme si un tremblement de terre avait eu lieu, et que chacun attendait de voir quel mur allait s'effondrer. La première chose que j'ai faite a été de poser ma démission. Je l'ai fait proprement, professionnellement, en donnant un préavis de 2 semaines pour former ma remplaçante. Vous allez nous manquer, Solène, m'a dit mon patron. Vous avez toujours été si fiable. C'est exactement pour ça que je dois partir, ai-je répondu avec un sourire. Avec l'aide de Maître Dubois et une partie infime de mes gains, j'ai créé une fondation. Je l'ai appelée la Fondation Le Jardin d'Agnès. Sa mission, aider discrètement les personnes âgées en difficulté financière, en particulier les enseignants à la retraite et les travailleurs des services publics qui avaient consacré leur vie aux autres. J'ai doté la fondation d'un capital initial de 20 millions d'euros. Les revenus générés par les placements suffiraient à financer ces actions pour des décennies. La toute première subvention, anonyme, a été accordée à une certaine Agnès D., une institutrice à la retraite de Bordeaux, pour couvrir l'intégralité de ses frais médicaux liés à l'arthrose. Quand elle m'a appelé, en larmes de joie, pour me raconter ce « miracle », j'ai souri. C'est merveilleux, tante Agnès. Tu mérites ce soutien plus que quiconque. 6 mois après ce dîner, j'ai acheté une petite maison. Rien d'extravagant. Une maison simple, de plein pied, avec un petit jardin, à 3 rues de chez ma tante. Pour le monde extérieur, c'était une progression de carrière logique pour quelqu'un qui avait trouvé un meilleur travail. Tante Agnès était ravie de m'avoir comme voisine. Nous avons commencé à dîner ensemble 2 fois par semaine. Elle m'apprenait à jardiner, je l'aidais avec les mystères de son ordinateur et les petites réparations que ses mains douloureuses ne lui permettaient plus de faire. Le travail à la fondation me donnait un but que je n'avais jamais connu.
Chaque dossier que je lisais, chaque personne que j'aidais, me confirmait que j'avais fait le bon choix. Un homme âgé qui pouvait enfin s'offrir des appareils auditifs et entendre à nouveau ses petits-enfants. Une bibliothécaire à la retraite qui pouvait réparer sa voiture et conserver son indépendance. C'était un travail profondément satisfaisant, aligné avec qui je voulais être. Mes relations familiales, elles, s'étaient transformées en un paysage post-apocalyptique. Faustine m'a appelé quelques semaines après le dîner pour s'excuser. Ou plutôt, pour se justifier. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. Et je veux que tu saches qu'on t'aurait vraiment aidé si. Je l'ai laissé parler, sans la contredire. Notre relation est devenue polie, distante. Nous nous envoyons des cartes pour les anniversaires, mais la ligne téléphonique directe vers mon portefeuille et ma disponibilité a été coupée pour de bon. Thibaut, à ma grande surprise, a été le plus touché. Il est venu me voir, une semaine après le dîner. Il n'a pas cherché d'excuses. J'ai été un con, m'a-t-il dit, les yeux baissés. J'ai toujours pensé que tu étais plus forte, que tu gérais mieux, alors, ça m'arrangeait bien d'être l'irresponsable, parce que je savais que tu serais là pour réparer les dégâts. Je ne suis plus ton plan de secours, Thibaut. Je sais. Et j'essaie de changer. Et il a changé. Il a trouvé un travail stable à temps partiel dans un magasin de musique. Et il y a 2 mois, il m'a envoyé un virement de 200 € avec un simple message, le premier d'une longue série. Merci de m'avoir forcé à grandir. Mes parents ont essayé de reconstruire les ponts, maladroitement. Mon père appelle plus souvent, juste pour prendre des nouvelles. Ma mère m'invite à déjeuner, et pour la première fois, elle semble vraiment s'intéresser à ce que je pense. C'est lent. C'est fragile. Aujourd'hui, 2 ans après ce fameux tirage, je suis assise dans mon jardin. C'est un matin de printemps, et le soleil réchauffe doucement mes épaules. Je peux entendre tante Agnès fredonner de l'autre côté de la haie, en s'occupant de ses rosiers. La fondation a grandi, aidant des centaines de personnes. J'ai construit une nouvelle vie. Une vie choisie. L'argent du loto dort sur des comptes bien gérés, travaillant silencieusement pour le bien des autres. Je vis confortablement, mais simplement. Mon plus grand luxe, ce n'est pas une voiture de sport ou une villa. C'est la liberté. La liberté de ne plus vivre dans l'anxiété financière. La liberté de dire non. La liberté de m'entourer de gens qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce que je peux donner. Gagner au loto ne m'a pas rendu riche. Il m'a rendu lucide. Il m'a fait perdre la famille que je croyais avoir, mais il m'a donné la chance de construire celle que je méritais vraiment. Alors, je vous pose la question. Avais-je tort de les mettre à l'épreuve ?